culture, le plan d'économie de 50 milliards voté à l'Assemblée nationale comprend un plan d'économie pour l'assurance maladie de 10 milliards. La ministre des Affaires sociales et de la Santé en a détaillé le contenu. Schématiquement, le parcours de soins et la chirurgie ambulatoire, 1,5 milliard, le médicament et surtout des baisses de prix, 3,5 milliards, la pertinence médicale, 2,5 milliards, et un meilleur achat à l'hôpital, 2 milliards et 500 millions pour un meilleur contrôle des fraudes. Alors, est-ce que c'est crédible ce plan? Est-ce qu'il est structurant? Et est-ce qu'il est sans danger pour la qualité des soins et l'accès aux soins et aussi pour les industries de santé? Alors, pour répondre à toutes ces questions, Gérard de Pourvy, vous êtes professeur en économie de la santé à l'ESSEC. Alors, 10 milliards, c'est beaucoup. Et est-ce que ce plan est crédible? J'entends par crédible, est-ce que le potentiel de 10 milliards d'économies existe? Sur 3 ans, donc. Voilà. D'abord, existe-t-il ce potentiel d'économie? Oui, ce potentiel existe. Est-il possible de le générer sur 3 ans? C'est peut-être une autre question. Selon les différents secteurs d'économie, c'est plus ou moins réalisable dans la période de 3 ans. Malheureusement, pour les industriels du médicament, c'est probablement leur partie qui est la plus faisable. Parce que c'est des baisses de prix. Parce que c'est des baisses de prix, pénétration des génériques, on continue d'avoir quand même une vague de pénétration des génériques. Peut-être que les biosimilaires vont apporter leur petite contribution à la baisse des prix sur les produits très coûteux. Alors ça, c'est plutôt le rabot. Et est-ce que c'est structurant sur les autres secteurs, sur la médecine de ville, sur l'hôpital? Alors, donc sur le médicament, comme je le dis, malheureusement, on fait comme avant, et on continue ce qui a été fait. Sur la médecine de ville, si on se focalise uniquement sur la pertinence des soins, l'amélioration des pratiques de prescription, c'est faisable, bien entendu, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est vraiment une question d'éducation et d'effort permanent d'éducation thérapeutique auprès des médecins. 500 millions, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors qu'il y a un enjeu, probablement, effectivement, pour les médecins qui conduirait, effectivement, à des effets extrêmement structurants, c'est la gestion des pathologies chroniques à forte prévalence. C'est-à-dire, principalement en France, le record, en fait, le palmarès, c'est évidemment diabète et pathologie cardiovasculaire. Encore ne faudrait-il pas oublier les pathologies mentales aussi, qui est le 3e poste de dépense des affections longues en France. Ça prend du temps, c'est structurant, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, puisqu'il faut effectivement mettre en place finalement ce fameux parcours du soin que tout le monde appelle de ses voeux depuis très longtemps, le structurer, et ça implique effectivement une structuration d'abord de la médecine de ville et des relations entre les médecins généralistes et les spécialistes, et ensuite de ce paquet-là dans ses relations avec l'hôpital. Mais est-ce que les efforts sont suffisants à ce niveau-là? Parce qu'on voit bien que de prendre en charge plus précocement les pathologies chroniques, c'est la solution. Et on a l'impression qu'on progresse petitement. On progresse lentement. 2, les effets sont à long terme. Voilà. Puisque finalement, ce qu'on veut faire, on veut faire 2 choses. On veut, pour ceux qui ont déjà une pathologie chronique déclarée, mieux les suivre, améliorer leur suivi, améliorer la qualité de leur suivi, parce qu'on en attend effectivement une diminution de la morbidité, c'est-à-dire des événements cardiovasculaires et évidemment de la mortalité, mais ça c'est forcément et des diminutions du recours à l'hospitalisation. Alors donc ce plan pour vous il est crédible. C'est vrai que chaque année depuis 2 ou 3 ans, il y avait des économies qui étaient faites de l'ordre de 3 millions par an. Donc il n'est pas beaucoup plus important, donc il est crédible. Est-ce qu'il est structurant? On l'a vu pour les pathologies chroniques, pour l'hôpital, pour l'hôpital, le défi, il va être restructurant pour l'hôpital, à condition évidemment que ce qui a déjà été enclenché avec les ARS, qui a eu quand même effectivement un effet restructurant sur le tissu hospitalier, au sens où un certain nombre d'hôpitaux publics se sont trouvés dans des situations déficitaires qu'ils ne pouvaient pas améliorer simplement en augmentant leur activité, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'augmenter cette activité. Si on continue finalement cette politique de restructuration qui consiste à dire tous les hôpitaux ne peuvent pas tout faire, tous les hôpitaux publics ne peuvent pas tout faire. Et ça avance à ce niveau-là ou pas? Très lentement. Mais ça avance. Oui, ça avance, mais vous imaginez bien, Philippe, que ça rencontre des obstacles politiques locaux et pas simplement politiques locaux, de la population qui évidemment s'inquiète, et ça renvoie à votre 3e question, s'inquiète d'une diminution de l'accès aux soins. Alors justement, la qualité des soins, la ministre dit qu'il n'y aura pas un système de santé low cost. Est-ce qu'il y a un danger pour la qualité des soins, pour l'accès aux soins, et puis après pour les industries, parce que l'industrialisation de la France, on y tient quand même. Je pense que localement, si je parle accès simplement aux soins, je pense que c'est un premier truc. Je pense que localement, si on n'arrive pas à avancer de pair sur la restructuration de la médecine de ville
et sur la restructuration de l'hôpital, il peut y avoir localement des vrais problèmes d'accès aux soins. Localement, et bien entendu au niveau national, on va certainement en faire des cas d'école. C'est une vigilance particulière. Il faut une vigilance, tout à fait, il faut une vigilance particulière sur cet aspect-là. Il ne devrait pas y avoir d'impact sur la qualité des soins au sens de la pertinence des soins. On veut aller dans l'augmentation d'une pertinence des soins. Donc on devrait augmenter cette qualité en augmentant cette pertinence. Donc là encore, on va dans le bon sens. Alors, est-ce que dans certains cas, à nouveau, vous parlez de vigilance en termes d'accès, est-ce que dans certains cas, effectivement, pour certaines structures hospitalières qui sont vraiment en difficulté, est-ce qu'il risque d'y avoir est-ce qu'il y a un risque de qualité des soins? Oui, bien sûr, il faudra être très attentif à ça. Comme en Angleterre. Comme en Angleterre, voilà. L'exemple anglais nous ouais. montre que quelquefois les directeurs d'hôpitaux ont été tellement obsédés par la réduction des coûts qu'ils ont vraiment porté atteinte à la qualité des soins et avec une mortalité supplémentaire. Donc il faut être très vigilant. Voilà. Et alors sur les industries de santé, le problème, qui ne sont pas tellement plus taxées, mais ça fait longtemps que ça commence à faire. Ils ne voient pas trop le bout du tunnel, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un risque quand même pour le moment, on peut dire... Le tissu industriel. Alors. Le tissu industriel. Je dirais, pour le moment, si on lit bien l'interview de Madame Touraine, elle dit non, on ne va pas toucher à l'accès aux thérapies innovantes, et elle a donné l'exemple de l'hépatite C. Donc pour le moment, on voit quand même quelque part qu'il y a une protection, et ça renvoie à la protection des ALD. Les thérapies innovantes, elles sont quasiment uniquement pour les ALD, cancer, etc. Donc on voit bien que ce marché-là est protégé, et que la France semble rester encore une terre d'accueil, finalement, pour des thérapies innovantes très coûteuses, très coûteuses. Bon, donc ça, c'est un élément qui peut rassurer les industriels. C'est une attractivité de la France au niveau industriel. En revanche, sur le marché, on pourrait dire de ville, où ça devient un marché de commodité avec les génériques, un encouragement à l'automédication, et puis on rabote le prix de tous les prix Princeps. C'est clair que la France n'est plus très attractive en termes d'investissement, par exemple, d'activité industrielle et d'investissement simplement de production. Et que là, il y a un vrai risque, effectivement, qu'il y ait une perte d'attractivité progressive, sachant que par ailleurs les marchés émergents ils sont ailleurs, ils sont plus en France, ils sont plus en Europe. Ils sont plus en Europe. Voilà. Ils sont plus en Europe. Gérard de Poponville, merci.